Bonjour à tous, bienvenue sur ce vlog consacré au cinéma. Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur américain qui est devenu un grand classique, tourné en 1982, John Carpenter, The Thing, et pas le remake à la con de 2011. Pourquoi Carpenter a réalisé ce film-là? Parce qu'il est fan de Howard Hawks, et que Howard Hawks a co-réalisé avec Christian Nyby en 52 La chose d'un autre monde, tiré d'un livre qui s'appelle Kivala. La chose d'un autre monde, moi je l'ai vu, c'est un film de son époque, en noir et blanc, avec un monstre qui ressemble plus à Frankenstein qu'autre chose, et puis une bande son assez typique de l'époque. Et les réalisateurs, bien que Howard Hawks soit pas cité au générique, ont pris des vraies largesses avec le livre en fait. Il y a une séquence quand même qui est assez intéressante si vous regardez ce film. Je vais vous la montrer. C'est la séquence où le comédien, dans une pièce, avec plein d'autres personnages, enflamme carrément la chose. Et il lui jette un seau enflammé, je crois, un seau d'essence ou je sais pas quoi, et le mec brûle, le monstre brûle autour des comédiens. Et c'est quand même une séquence impressionnante parce que ça envoie quand même. Tu te dis merde, moi je m'attendais à tout le long du film on voit des effets un peu bidons, des monstres en plastique, et puis là il y a une vraie séquence qui est une prise de risque. La distribution des rôles, le principal rôle c'est Kurt Russell qui fait Macready, le pilote d'hélicoptère. Kurt Russell qui a déjà travaillé avec Carpenter sur New York 97, qui est sorti un peu avant The Thing, et qui plus tard travaillera sur Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Alors Kurt Russell dans ce film-là, c'est qu'un simple pilote d'hélico, et il est plutôt entouré de scientifiques. Il se comporte plutôt comme un cow-boy, hein. Il est le seul à moins 30 en Alaska à avoir un chapeau de cow-boy. Donc pourquoi Carpenter, voilà, à mon avis ils en rigolent tous les deux, mais pourquoi Carpenter lui a donné ce chapeau qui a aucun sens en fait. Si ce n'est que ramener le côté western, un peu cow-boy, cher à Carpenter dans ses films. Donc dans le film on voit aussi Keith David qui fait Child le mécanicien, qui a déjà tourné dans un film de Carpenter, Invasion Los Angeles, et qu'on voit aussi dans Platoon. Il y a Wilford Brindley, qui fait Blair, le scientifique biologiste, qui a joué dans Brubaker, ou qu'on a vu dans Cocoon, donc des films de la même époque en fait. Et pour les plus furieux, c'est celui qui joue aussi dans Remo, même sans armes est dangereux. Et il y a aussi quelqu'un qui n'est pas cité au générique, qui est Adrienne Barbeau, qui fait la voix de l'ordinateur et qui est la femme de John Carpenter à l'époque, qu'on peut voir aussi dans New York 1997. Elle fait le rôle de Maggie, je crois. Donc si on parle de The Thing, il faut parler évidemment de Rob Bottin, qui est le maquilleur qui a fait tous les effets mécaniques de plateau sur le film, qui sont toujours aussi impressionnants en fait, hein. Ça marche à plein gaz les effets quoi. Notamment la séquence du chien dans la cage, le petit chenil en fait, avec les autres chiens à côté. Et principalement aussi la séquence du défibrillateur. C'est-à-dire que le mec est en PLS sur la table, et le mec veut le réanimer au défibre, et il prend le défibre, il fait une charge, ça marche pas, donc il en refait une deuxième, mais au deuxième, il a plus que des moignons le gars. C'est-à-dire que le monstre, la chose se révèle et se défend, et lui, le gars il est là, et il chante la messe. Voilà, puis après ça part en vrille quoi. Tu y es prêt? On parle souvent de ça, mais
c'est pas des effets numériques, quoi. C'est-à-dire que même le caméraman, on l'imagine, le cadreur en train de transpirer, hein, en voyant le gars se faire ouvrir le ventre. Moi, je pense que tout ça, ça joue, quoi. Là où au numérique, on regarde un écran bleu, quoi. En gros, hein, pour schématiser. Donc, assez impressionnant les effets. Et Rob Bottin, donc à qui on doit Hurlement, qui a déjà travaillé avec Carpenter sur Fog. Rob Bottin à qui on doit Piranhas. Rob Bottin à qui on doit Robocop. Voilà, donc chapeau Rob Bottin, quoi, le mec, c'est du level. La musique du film, donc comme tous les films de Carpenter, c'est une musique composée par Carpenter, donc très synthétique, des maps, hein, comme on voit, comme on entend dans tous les films de Carpenter. Du synthé digne des années 80. Et Ennio Morricone. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Ennio Morricone ne fait pas du Ennio Morricone, et Carpenter n'en fait pas non plus. Ça ressemble vraiment à du Carpenter, en fait. On se demande ce que Ennio Morricone a foutu là-dedans, mais il y a une vraie participation, un vrai binôme qui a travaillé, et sans se tirer la bourre. Voilà, c'est-à-dire que ça s'est plutôt bien passé. Quand on demande à un compositeur de faire la musique d'un autre compositeur, généralement ça se passe mal. Le mec n'aime pas, quoi. Mais là, voilà, belle musique d'ambiance, lente, longue, toujours en arrière-plan, et qui habille plutôt des silences qu'autre chose, on a l'impression. Quand j'entends cette musique, je pense tout de suite au chien. Dans le couloir, la séquence, ou le drôle de séquence d'ailleurs, hein. Le chien qui traverse le couloir, super bizarre, quoi, qui a toujours un comportement ambigu, en fait, le chien. Il y a toujours des petits plans sur lui pour montrer qu'il est là, qu'il existe, et amène en fait la perche qui permettra de montrer que c'est par le chien que ça va se passer, hein. Ça va défourailler par le kleps, quoi, en gros. Voilà, et donc ce chien qui se balade dans le couloir, quand même terrible cette séquence, et qui finit sur l'ombre d'un humain, et on sait que l'humain va y passer aussi, quoi. Voilà, alors il faut savoir que sur le film, il y a eu plusieurs chiens, en fait, peints. Ils ont teint les poils pour n'en faire qu'un, et qu'il y a des, comme c'est souvent le cas sur les tournages où il y a des animaux qui doivent jouer, il y a plusieurs chiens, des chiens calmes, des chiens fainéants, des chiens nerveux, agressifs, et suivant les séquences voulues, ils switchent d'un chien à l'autre, en fait. Le chien, c'est quand même l'élément du film, puisqu'on ouvre sur lui, hein. Parler du chien sur The Thing, ouais, il est très présent, voilà. Et prenez un type qui regarde ce film pour la première fois et sait pas ce qui se passe, sait même pas de quoi ça parle. Je pense que l'intro, elle envoie quand même. C'est-à-dire que t'as un hélico qui déboule en plein Antarctique, en fait. Hein, et le mec est là en train de sniper un chien dans la neige. Donc il le rate à chaque fois. Le chien cavale. Il arrive vers une station météorologique. Voilà. Et les mecs entendent l'hélico arriver, donc ils sortent. Ils voient l'hélico se poser. Il y a un cum de l'hélico qui sort. Il parle en norvégien, je crois, ou suédois. Le mec super vénère, il tire, il rate. Les mecs sont là, il se passe quoi? Je crois qu'il sort une grenade. Enfin, le mec sort une grenade. Il veut la lancer, mais il se rate. Il envoie la grenade dans l'hélico derrière, où il y a son copilote, et il le fait burner, quoi. Ça explose. Mais rien à foutre, le mec. Ça le choque même pas. Le gars, il continue, il focus le chien. C'est-à-dire que son pote vient de crever, mais le mec, il est possédé, en fait. Il rate le chien et blesse, et il y a un gars de l'équipe qui sort son gun, lui met une balle dans la tête, terminé. Donc déjà, comme en ouverture, tu te dis waouh,
il se passe quoi? Voilà, pour le type qui connaît pas le film, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà la question que tu te poses en fait. Et puis donc c'est une forme d'introduction avec un dénouement majeur qui est le chien qui est récupéré par les gars de la station, et après il y a le développement en fait. Donc c'est une forme d'introduction qui suscite carrément le questionnement, c'est-à-dire que le type qui connaît pas le thème du film voit ça, se pose déjà une question: c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Pourquoi le mec voulait le défourailler à tout prix? Qui sont ces gars dans la station? Donc voilà, ils amènent le chien comme ça, c'est le premier client. Der kommt da weg. Der Hurricane Michele. Kommt da weg, Idiote! Voilà, une petite histoire, c'est que dans cette séquence, le pilote d'hélicoptère, en fait, c'est l'assistant réalisateur du film, c'est Larry Franco. Et c'est rien d'autre que le beau-frère de Kurt Russell. Donc les décors de John Lloyd, c'est censé se passer en Antarctique, donc ils ont tourné en Alaska pour tout ce qui est extérieur, plaine enneigée. La station météorologique extérieure, c'est un décor qui a été tourné en Colombie-Britannique. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont construit l'été et ils ont attendu que l'hiver arrive et recouvre tout de neige pour pouvoir tourner tous les extérieurs de la station. Ensuite, l'intérieur de la station a été tourné en studio, dans les studios d'Universal. Pour la petite histoire, ils ont refroidi les plateaux pour qu'il y ait de la buée et humidifier l'air en fait. Et comme ils ont tourné ça l'été, il faisait 35, tout le monde a chopé la crève sur le plateau, c'est-à-dire rhume, angine, grippe. Voilà. Donc, première question de John Carpenter, c'est à quoi va ressembler le monstre? Je dirais que la chose, il lui faut une gueule. Et comme tous les films où il y a des monstres ou des extraterrestres, c'est une vraie question. Et là, pour le coup, ils ont commencé à créer des visuels, des croquis, des dessins pour essayer de trouver une sorte de monstre. Surtout que c'est assez compliqué parce que c'est un monstre qui n'a pas de forme. Et donc, rechercher un look essentiel, ça a été une vraie question. Donc voilà, il y a une petite histoire quand même sur le générique de début. Carpenter explique que c'est un aquarium d'1,20 m rempli d'eau avec un projo derrière et de la fumée entre le projo et l'aquarium. Et ils ont collé un sac poubelle sur la vitre, coupé avec la typo The Thing en fait, et ils ont brûlé le sac poubelle. Et en fait, quand le sac poubelle brûle, il laisse apparaître la lumière et la fumée et le projo, et ça fait comme un halo de lumière, et tout ça sur une bande son qui envoie tout quoi. Il faut savoir aussi que parlant de générique, l'intro, Carpenter raconte qu'il a été emmerdé au montage dès le début en fait, puisque il pouvait pas monter l'intro qu'il voulait. C'est-à-dire que dans l'idée, Carpenter voulait avant même le générique faire passer le vaisseau spatial à côté de la Terre et qui se scratch sur la Terre, et ensuite annoncer le titre et le générique. En fait, les lois de l'époque et du moment obligeaient les productions à mettre en tout premier les noms des comédiens en fait. Comme c'était à l'époque. Maintenant, vous pourrez voir sûrement cette version-là en DVD, puisque les lois maintenant sont plus les mêmes. Mais à l'époque, voilà, ça a commencé à faire chier Carpenter d'entrée, et peut-être c'est là qu'il a commencé à se dire, ouais, si je bosse pour des studios, je vais tout le temps être emmerdé en fait. C'est assez un punk, hein, Carpenter. C'est-à-dire que quand on écoute ses interviews, le mec c'est un révolté en fait. Carpenter, il faut savoir que le dernier film de studio qu'il a fait, c'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, parce qu'il n'a pas fait le film que les studios voulaient qu'il fasse. Hein, il a fait son film à lui. À propos du générique de Carpenter sur The Thing, faire passer un vaisseau qui s'approche de la Terre et vient se scratcher sur la Terre, je me demande pas si McTiernan n'a pas fait une référence à Carpenter sur Predator,
où le vaisseau s'approche et balance le Predator sur la planète. Peut-être c'est une référence. C'est une question. Pour situer le film en fait à sa sortie, parce que le film n'a pas marché en fait, hein, ils ont à peine amorti le coût du film. À la même époque est sorti E.T. 2 semaines avant la sortie de The Thing. Alors vu la campagne qu'a eu E.T., tout le monde voulait voir de l'extraterrestre gentil avec des yeux de biche qui parle aux enfants, tu vois. Et donc ça a été plutôt la catastrophe parce que le film a pas trop marché, il a pas fait sensation. Mais par contre, comme pas mal de films de Carpenter, à la sortie VHS, il a fait un carton. C'était la même pour Jack Burton. Jack Burton est mal sorti, il a pas marché et il est devenu culte à la VHS en fait. Voilà. Donc maintenant effectivement quand on parle de films de ce genre-là, de monstres ou d'extraterrestres, il y en a pas 50, hein. Il y a Alien, Predator et The Thing reste quand même le film culte. Hein. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il y a pas d'humour déjà, hein, à part Kurt Russell qui fait 2-3 fois des blagues en mélangeant tout le temps, prenant les Norvégiens pour des Suédois ou les Suédois pour des Norvégiens. Vous y tenez vraiment à sauver ces Suédois? C'est norvégien. Bon, quelle direction, docteur? Sud-ouest. Y'a quelqu'un? Oh, les Suédois! Ce ne sont pas des Suédois, Max, ce sont des Norvégiens. Ça rigole pas, il n'y a pas d'humour. Peut-être une forme d'ironie du responsable radio. Oh, il y a encore personne qui me fera avaler de pareilles conneries. Child, ça arrive tout le temps, mon grand. Ils tombent du ciel jour et nuit comme des mouches. Vous y croyez, vous, à ces histoires de bonnes femmes, Blair? Child, c'est les chars des dieux, mon grand. L'Amérique du Sud leur appartient. Tout le monde sait qu'ils ont tout appris aux Incas. Child, et si on se trompait sur le compte de Mac? C'est un risque à courir. On l'avait oublié, celle-là. On a un film entier, pas consensuel avec son public, pas ciblé, c'est-à-dire qu'il cible pas des adolescents comme la plupart des films d'horreur maintenant. Il joue pas la blague de la surprise ou de l'ultra gore, voilà, hein, et il est entier, il est bien construit et assez redoutable, avec des effets mécaniques qui marchent encore, tiennent la route et qui envoient du lourd, hein, comme des effets numériques pourraient jamais le faire à ce niveau-là, du moins. Un film où il y a une menace invisible, c'est-à-dire que une parano, tout le monde se méfie de tout le monde. Qui est qui? Est-ce que mon collègue est une chose ou est-ce que c'est mon collègue? Voilà, ça c'est très présent. C'est une imitation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir. Finir quoi? Personne n'a vu Fuchs? Va te faire mettre, Palmer! Je veux pas y aller avec toi. Qui te dit que je veux que toi et pour... Vous allez arrêter vos conneries, oui! Alors il faudra que je te tue, Child. Et que chacun surveille de très près son compagnon. Je suis candidat. Je te crèverai d'abord. Est-ce que vous avez vu Fuchs? Fuchs n'est pas Fuchs. Hein, ils se méfient tous les uns des autres. Un film sans nana, sans être misogyne, c'est un film de mec. Voilà. Et surtout que tout le monde crève à la fin, quoi. À la fin, tout le monde meurt. C'est-à-dire qu'il reste plus que 2 survivants, Kes David et Kurt Russell. Et il me semble bien qu'ils se demandent même s'ils vont pas s'en loger une. Mais en fait, ça se finit là-dessus, une fois que la station a explosé. Et on sait très bien qu'ils vont crever, par extension, sans bouffe, sans radio, sans aide, coupés du monde à moins 30. Ils vont pas durer longtemps, les gars, quoi. Donc, logiquement, ils crèvent.
Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'information précise qui laisse sous-entendre qu'il y a possibilité de, dans l'optique de faire un 2, voire un 3, jusqu'à un 7 ou 8, ou voilà, comme ça se fait maintenant, le film il est fermé. Hein. Et d'ailleurs, pour ne pas parler de la préquelle qui est un faux remake copié-collé à l'envers qui explique le début pour faire le même film en fait, qui ne sert à rien parce qu'il raconte la même chose et qu'on n'apprend rien de plus. Hein. Y a pas de suite à faire quoi, tout est dit dans ce film. Voilà quoi. N'empêche que on peut se poser la question de le vaisseau est toujours sur place, c'est ça? S'ils le font pas sauter. Voilà, et que il y aura toujours une suite à faire quelque part. Qui va la faire, la suite? Comment et pourquoi? Voilà une vraie question. Mais voilà, putain de film. En tout cas pour The Thing de Carpenter. Chapeau mec, quoi. Voilà. Allez, ciao.